L'actualité, bien évidemment, d'abord une image, regardez, c'est Wagner qui pleure son chef, hommage spontané depuis hier soir, ils ne sont pas très nombreux, hein, mais des hommes et quelques femmes aussi, hein, il faut le souligner, viennent déposer des fleurs, des bougies devant le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg. Vous le voyez, ces pleurs de combattants de Wagner. Alors est-ce que c'est le dernier épisode d'un feuilleton commencé il y a des mois quand Yevgeny Prigojine est sorti de l'ombre pour revendiquer ses activités au sein de la milice, pour avoir une place toujours plus importante dans la guerre en Ukraine? Eh bien, c'est l'une des questions à laquelle on va tenter de répondre cet après-midi. On va faire un point complet sur le crash de l'avion hier entre Moscou et Saint-Pétersbourg avec nos invités. Magali Barthès, notre éditorialiste internationale, s'est installée. Bonjour Magali, merci d'être avec nous. Jean de Glignasti est également autour de la table, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de La Russie, un nouvel échiquier chez Découvrir et Comprendre. Merci beaucoup également. Jean-François Boutors, bonjour. Bonjour. Essayiste, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. Et Natalia Turine, bonjour. Bonjour. On va le rappeler, fondatrice des éditions Louison, spécialisée dans la littérature russe. Le général Bernard Norlin est également en direct avec nous, ancien commandant de la force aérienne de combat. Vous êtes également président d'Initiative pour le désarmement nucléaire et ancien directeur de l'IHENDN. Merci à tous les 5 d'être avec nous pour analyser donc cette actualité extrêmement riche avec ce nouveau rebondissement en Russie et cette mort de Yevgeny Prigojine et même de toute la tête de Wagner hier dans cet accident d'avion. On veut savoir ce qui s'est passé entre Moscou et Saint-Pétersbourg, quelles sont les pistes. Mais avant d'évoquer toutes ces hypothèses avec Nivin Potros, on voulait faire un détour par Moscou. On va rejoindre notre correspondant Jérôme Garot. Bonjour Jérôme. Est-ce que cette mort, on en parle beaucoup en Russie ? Alors ce matin, en interrogeant un petit peu les moscovites là, qui se rendaient au travail, j'ai eu des réponses, comment dirais-je, avec des gens assez goguenards qui parfois, même dans un demi-sourire, me disaient ce n'était qu'une question de temps, tout le monde le savait, et c'était dit, vous savez, sans réelle indignation, plutôt avec une forme d'indifférence. C'est comme ça que ça se passe en Russie lorsque vous trahissez Vladimir Poutine. Les médias, de leur côté, en parlent assez peu ce matin, comme si finalement le patron de Wagner était plutôt un personnage de second plan et le crash de son avion une actualité mineure. En tout cas, ce qu'on voit à la télévision russe, en fait, c'est les images de Vladimir Poutine qui tournent en boucle, les images de Vladimir Poutine en visioconférence au sommet des BRICS à Johannesburg, vous savez, où il n'a pas pu se rendre. J'ai quand même trouvé un journal, un quotidien économique de Moscou qui est assez réputé, qui s'appelle Commerçante, vous voyez, qui lui titre sur la mort de Prigojine et qui évoque sans détour dans son article à la une cette thèse du missile qui aurait frappé son avion. Alors justement, est-ce que cette thèse tient la route? On va y revenir dans un instant. D'abord, une enquête a été ouverte, Jean-François Bouters. Comment ça se passe, une enquête en Russie? On pourra avoir confiance dans ses conclusions? Écoutez, les enquêtes en Russie, elles sont, enfin, Jean de Glignasti, qui était ambassadeur, le sait aussi bien que moi, et elles sont téléguidées par le pouvoir. Donc, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de marge de manœuvre. D'autant que, enfin, moi, j'ai le souvenir d'une enquête qui m'a touché, puisque c'était celle qui concernait Anna Politkovskaya, puisque j'étais son éditeur quand elle a été assassinée. Elle n'a abouti qu'à des comparses, elle n'a pas remonté jusqu'à au-delà. Justement, ça me permet de dire d'ailleurs qu'il y a une raison aussi pour laquelle c'est difficile de remonter au-delà, c'est qu'au fond, le tsar ne décide pas ou ne donne pas directement un ordre, il n'y a pas de trace. Dans le cas d'Anna Politkovskaya, il a sans doute suffi de lever la surveillance dont elle faisait l'objet pour que des gens à qui on a dit ben maintenant vous allez pouvoir y aller, y aillent. Et là, on peut très bien avoir une combinaison de ça, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, il y aura... Enfin, je veux dire, au fond, le résultat de l'enquête est déjà connu d'une certaine manière à l'avance. Oui, c'est ça. Sur les enquêtes qui ont été menées durant la guerre, là, on a vu en règle générale quand il y avait des saboteurs ou censément des traîtres ukrainiens qui étaient sur le sol russe, on avait vu que ça allait très très vite, en quelques heures seulement. Ce qu'a dit Jean-François Boutors, c'est totalement exact. Pour les accidents aériens, il y a une procédure internationale qui normalement devrait associer à l'enquête le producteur de l'avion et le producteur du moteur. Ouais. Donc normalement, Rolls-Royce et Embraer devraient participer à l'enquête. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand Christophe de Margerie, quand son avion s'est écrasé, Dassault a participé à l'enquête. Donc là, ce qui sera intéressant... Donc on pourrait peut-être avoir
Une indépendance dans l'enquête grâce à ça? Non, vous en doutez quand même. Il faut voir. Est-ce que... Alors, ça sera assez difficile pour les Russes de refuser la participation d'Embraer. Parce que c'est Lula, théoriquement, c'est un copain, etc. Donc là, on aura peut-être quelque chose. Pour Rolls-Royce, je ne pense pas qu'ils acceptent. Mais ce qui sera important de savoir, c'est est-ce qu'ils acceptent une enquête internationale selon les règles de l'Organisation internationale de l'aviation civile ou s'ils ne l'acceptent pas. S'ils l'acceptent, on a peut-être quelques chances d'avoir quelques informations. D'accord, on surveillera d'abord cette information pour savoir. Juste, on va voir les hypothèses qui sont sur la table à cette heure. On est quoi, presque 24 heures après le crash. Nivine Potros, vous êtes là pour nous éclairer. Quelles sont les hypothèses alors cet après-midi? Il y a 3 principales hypothèses. La première, c'est celle de l'accident, puis celle d'une bombe à l'intérieur de l'appareil ou encore celle d'un tir de missile. Alors assez logiquement, les autorités russes privilégient la thèse de l'accident. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par les autorités pour violation des règles de sécurité du transport aérien, sous-entendant qu'un problème technique ou humain pourrait être à l'origine de l'accident. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, très intéressant, de nombreux internautes partagent des photos prises juste avant le décollage par une certaine Kristina Raspopova, qui est l'une des hôtesses de l'air qui se trouvait dans l'appareil et qui fait donc partie des victimes. Elle aurait déclaré à ses proches juste avant de décoller que le vol était retardé pour une raison quelconque. Selon Baza, selon d'autres sources, des réparations inhabituelles ont eu lieu juste avant le décollage. Son compte Telegram a depuis été supprimé, mais la piste du problème technique semble peu probable. Pourquoi? D'abord parce que cet avion, le fameux Embraer Legacy 600, c'est un modèle extrêmement sûr. Avant hier, aucun avion de ce type n'avait eu un accident, ne s'était crashé. Celui de Prigojine était d'ailleurs assez récent puisqu'il a été construit en 2007. Il n'avait que 16 ans. Il était passé entre les mains de seulement 3 compagnies d'affaires différentes avant d'être finalement acquis par Wagner en octobre 2019. Et d'après les données aériennes disponibles sur le site Flyradar, eh bien, l'avion a perdu soudainement énormément d'altitude en seulement 30 secondes. Le signal, vous le voyez, il a été perdu à 18h11 précisément. Ce qui laisse entendre, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Bon, donc l'accident, on n'y croit pas trop, d'après ce que je comprends. Qu'en est-il des 2 autres hypothèses, alors, Nivine? Effectivement, une seconde hypothèse, eh bien, c'est celle d'une bombe à l'intérieur de l'appareil. Et cette piste, elle est notamment partagée par Orchestra. C'est l'une des chaînes Telegram affiliées à Wagner qui déclare ceci: l'une des hypothèses est qu'un engin explosif a été placé dans le train d'atterrissage de l'avion. C'est pour cela que la queue de l'appareil est tombée à quelques kilomètres du fuselage. Selon le média d'opposition Medusa, au moment de l'explosion, l'aile a été arraché, ce qui a heurté le stabilisateur, d'où ce comportement un peu inhabituel de l'avion. Des sources affirment même que l'engin explosif a été placé par l'ancien pilote de Prigojine, qui est depuis quelques jours porté disparu. Nous avons interrogé un expert, Gaëtan Poïs. Selon lui, c'est très peu probable que cette thèse soit la bonne. Pourquoi? Eh bien parce que selon lui, si un engin explosif avait été installé dans le train d'atterrissage qui se trouve à proximité des réservoirs de kérosène, eh bien l'explosion aurait été très impressionnante. Il y aurait eu des milliers de débris, ce qui n'est pas du tout le cas. On le voit, l'avion semble piquer d'un seul coup. L'hypothèse finalement la plus crédible, c'est la troisième. Cette hypothèse, je vous le rappelle, c'est le tir de missile. D'ailleurs, sur cette photo, on voit des petits trous qui semblent être des trous dans le fuselage et les ailes de l'avion, ce qui indique un possible tir de missile. Sur une vidéo, elle aussi partagée par des experts, on voit 2 choses. D'abord, l'avion de Prigojine chuté, et puis on voit ce qui est juste là, une sorte de colonne de fumée qui ressemble à une traînée de condensation, notamment d'un missile solaire. Très intéressant. Également, un détail donné par un témoin oculaire. Je vous propose de l'écouter. 2 bruits si forts que même mon chien a donné des coups de queue d'effroi. Au début, il s'agissait de la partie avant qui a pris feu.
et dont on pouvait voir un petit morceau. Et un morceau a volé plus loin, jusqu'au village de Kujinkina. Vous l'avez entendu, ce témoin parle non pas d'une, mais de 2 explosions. Et c'est vrai qu'il est assez courant de lancer plusieurs missiles contre une même cible. Évidemment, ça permet d'augmenter les chances de toucher cette dernière. Cette dernière hypothèse, donc celle d'un tir de missile, elle est également privilégiée par des sources occidentales, puisque selon un responsable occidental cité par le Financial Times, l'avion a été abattu par un système de missiles antiaériens. Cette source précise que ce système était russe. Bon, alors merci beaucoup Nivine. Effectivement, ce sont des hypothèses à ce stade. Il y en a une qui tiendrait plus la corde que d'autres. Général Norlin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On est presque 24 heures après. On a vu pas mal d'images circuler, pas mal de théories. Au vu de ce que vous avez vu, vous, de ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, effectivement, l'hypothèse plus exactement du tir d'un missile solaire paraît la plus vraisemblable, mais là je crois qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Parce qu'il faut laisser la parole aux vrais spécialistes qui, en particulier, les militaires bien sûr, mais aussi les fabricants de missiles, etc., qui peuvent vraiment analyser les images de façon très, très détaillée, très pointue, agrandie, etc. Donc là, je crois que peut-être est-ce déjà fait, c'est-à-dire que les services officiels des différents pays occidentaux ont déjà sans doute rendu leurs conclusions. Voilà, donc il faut être prudent. Et par rapport à ce qui a été dit et à propos des hypothèses successives, c'est vrai que l'accident matériel est très peu probable. Il y aurait eu certainement un dialogue radio avec la tour de contrôle, avec les contrôleurs aériens, pardon, pas la tour de contrôle, les contrôleurs aériens. Et donc, voilà. En revanche, ce qui est possible, c'est un sabotage de l'avion. Ça, oui. Mais bon, les caractéristiques de la chute, pour ce que l'on peut en voir, ne privilégiez pas cette hypothèse. Mais bon, ça peut être un sabotage assez crucial. Et, il faut connaître l'avion, il faut connaître ses points faibles, sa vulnérabilité principale. La deuxième hypothèse à propos d'une charge explosive qui aurait été placée à l'avion, a priori, c'était la plus probable. Mais c'est vrai que quand il se produit une explosion comme ça, avec une charge explosive, les débris sont très dispersés. Bon, donc on n'est pas sur le terrain, on a les images qu'on veut bien nous montrer, donc on ne sait pas exactement quelle est la dispersion exacte des différents éléments de l'avion. Ouais. Bon, alors la troisième hypothèse... Troisième hypothèse, oui. Comment ? Oui, la troisième hypothèse, pardon, allez-y. Il reste donc la troisième hypothèse, qui est celle du missile. Bon, voilà, donc moi j'ai tiré des missiles. Franchement, au vu des images que l'on nous montre, c'est assez difficile d'affirmer qu'on voit le tir d'un missile à proximité. La fumée qu'on voit, c'est certainement pas une traînée de condensation. Donc ça serait peut-être une explosion parce qu'on dit aussi qu'il y a eu 2 missiles qui ont été tirés. Donc il y aura peut-être un deuxième missile qui a explosé. Vous savez qu'un missile, pour atteindre son but, pour qu'il atteigne son but, il n'est pas nécessaire qu'il impacte l'avion. Le missile, il est doté d'une fusée, de ce qu'on appelle une fusée de proximité, qui se déclenche à proximité de l'avion. Donc il y a un rayon d'efficacité de la fusée de proximité. Mais bon, ça serait effectivement, là, ça conforterait l'hypothèse des trous qu'on voit dans la structure des morceaux qui sont répandus sur le sol. Parce que la fusée explose à proximité et bien sûr, la charge est composée de différentes charges qui viennent perforer les réservoirs, etc., le moteur, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, donc de ce point de vue-là, ça serait plutôt un élément pour le tir de solaire. Mais la question que l'on peut se poser, pourquoi choisir un moyen aussi peu discret ? D'autant plus qu'il semblerait que l'avion ait été écarté de la trajectoire d'une voie aérienne, de la voie aérienne. Donc, pourquoi l'avoir écarté, le mettre dans un couloir où il serait seul et donc difficile. Exactement. Ouais. Donc, le contrôleur aérien est complice d'une certaine façon, que évidemment les serveurs de la batterie antiaérienne sont complices.
Voilà, donc ça fait beaucoup de monde. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Mais en même temps, du coup, ça me permet de rebondir. Juste, il nous reste une minute, Natalia. On n'a que les images qu'on veut bien nous montrer. On a peut-être une enquête téléguidée. Tout ça est extrêmement flou. Est-ce qu'un jour, vous pensez, vous qui connaissez très bien la Russie, est-ce qu'un jour on saura la vérité ? Je ne pense pas. De toute façon, on ne saura plus la vérité sur le putsch, ça c'est clair. Je pense que c'était peut-être fait pour ça. Mon hypothèse de la cause est un peu différente. Je pense que c'est l'armée de l'air qui s'est vengée. Parce que Prigojine avait abattu 6 hélicoptères et un avion pendant son putsch, et Poutine avait reçu les Wagner au Kremlin où ils étaient désarmés et où il pouvait les arrêter. Il n'a pas fait. Il n'a pas reçu en revanche les familles des victimes, les pilotes, et les pilotes c'est une famille. Et les pilotes de chasse... La famille au sens mafieux du terme ? Non. Vous demandez, vous avez des pilotes de chasse qui viennent à LCI, demandez-leur. C'est des gens qui ont tous leur petit nom, c'est une famille, ils connaissent leurs femmes, leurs enfants, c'est quelque chose c'est des frères dans tous les pays du monde. Et du coup, cette pilule n'a pas passé. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a la veille écarté Sourovikine et à la place on a mis un je ne sais plus sa famille, c'est le chef donc de l'armée de l'air, et sa première action c'était ça. Et Prigojine est connu de ne jamais donner la feuille de route. Il est connu pour ça parce qu'à chaque fois il dit au contrôleur je suis Prigojine, je fais ce que je veux. Et donc d'après les règles, quand il y a un avion dans une zone, il y a des drones et à proximité de logement de Poutine, ce qui était le cas, c'est à 50 km de sa dacha, voilà. Donc si jamais on voit un engin qui vole, on demande la feuille de route. Si la réponse « je suis Prigojine, lâchez-moi les baskets », on demande au ministre de la guerre « qu'est-ce que je fais ?» Et la réponse classique faite d'après le protocole. Et d'après le protocole, il faut abattre. Et je pense qu'ils l'ont fait avec plaisir. Et c'est Shoigu. Peut-être une des pistes, effectivement. Donc Shoigu qui aurait donné l'aval directement hier. Merci.